Le musée d'histoire des Juifs polonais est la seule institution représentant l'histoire millénaire des Juifs polonais. Le bâtiment du musée se trouve en face du monument des héros du ghetto, complétant par là même l'espace de commémoration. La statue commémore ceux qui sont morts, le musée raconte l'histoire de ceux qui ont vécu. Il crée une passerelle entre le présent et le passé, nous emmène sur un voyage dans le temps et l'espace. La mission du musée est de raconter la riche histoire des Juifs polonais à une nouvelle génération de Polonais et au monde entier. L'élément central du musée est l'exposition principale présentant 1000 ans d'histoire des Juifs polonais. Nous vous invitons à un voyage virtuel à travers l'exposition du musée d'histoire des Juifs polonais. Les escaliers dans le hall principal mènent à un autre monde, une forêt symbolique pleine d'histoire sur l'arrivée des Juifs en Pologne. Ils ont passé ces légendes de génération en génération. La plus importante d'entre elles raconte l'histoire de Juifs qui ont entendu une voix du ciel disant « Pauline, tu te reposeras ici » en hébreu. En entrant dans la galerie du Moyen-Âge, nous entrons dans le monde non plus des légendes mais de l'histoire. Nous rencontrons des marchands juifs qui sont arrivés dans ces régions. Le premier à avoir écrit sur la Pologne fut Ibrahim ben Jacob, un juif de Cordoue envoyé par le calife en mission diplomatique à travers l'Europe au Xe siècle. Les marchands juifs ont suivi les routes marchandes en Pologne. Pour s'y établir, ils devaient obtenir l'accord du souverain, c'est-à-dire un privilège, leur donnant le droit de pratiquer leur religion, fonder une commune et exercer divers métiers. À part le souverain, l'Église avait aussi une influence sur leur vie. Les souverains successifs ont renouvelé les privilèges protégeant les droits de la population juive. Dès le XIIe siècle, des Juifs venant des territoires allemands surpeuplés ont commencé à arriver en Pologne. Ils s'installèrent dans les villes. Autour de l'an 1500, ils habitaient déjà dans plus de 100 villes. La Pologne commençait à être le centre du monde des Juifs askénazes. Paradisiu Seudeorum, la maquette de Cracovie et de Kazimierz montre le développement de la culture juive au temps de la République des deux nations. La République était un État multireligieux et multiethnique. Les Juifs bénéficiaient de la liberté de religion, mais la tolérance avait ses limites. Il arrivait que des fausses accusations soient faites à l'encontre des Juifs. L'érudition juive fleurissait ici. Moïse Isserles, dit le Remous, un grand rabbin polonais, jouissait d'une autorité à travers toute l'Europe. Les imprimeries juives en Pologne publiaient des livres en hébreu et en yiddish. La population juive avait une large autonomie. Des autorités autonomes au niveau de la commune et au niveau national, le Conseil des 4 pays, unique en son genre en Europe. Dès le début, les Juifs ont joué un rôle important dans l'économie du pays. Dès la fin du XVIe siècle, ils louaient des propriétés aux magnats et aux nobles, où ils remplissaient les rôles d'administrateurs et gérants. Mais des failles apparaissent dans ce tableau. 1648. Le soulèvement de Chmielnicki. Les pogroms brutaux se sont inscrits à tout jamais dans la mémoire juive. La République s'est relevée rapidement de la destruction et des guerres qui ont duré presque 100 ans. Les communes juives se sont rebâties aussi. Nous entrons dans une bourgade typique, dans laquelle les Juifs constituaient souvent 30% de la population. Ils exerçaient des métiers divers. Beaucoup d'entre eux géraient des auberges. La maison était le lieu de la vie familiale et spirituelle. C'est ici que les femmes disaient des prières spéciales en yiddish, appelées tines. Elles élevaient les enfants et prenaient soin de leur famille. Aucune ville de la République ne pouvait manquer d'avoir une église. Ici, nous montrons le changement dans le rapport du clergé face à la population juive. La pièce principale de la galerie est une voûte basée sur celle de la synagogue de Gwodziec, non loin de Lviv. Magistralement décorée, cette synagogue en bois était le symbole typiquement juif, mais d'un caractère décidément polonais aussi, de la civilisation créée par les Juifs sur les territoires de la Pologne. Le XVIIIe siècle était une époque d'importants changements dans la vie spirituelle des Juifs.
Le Gaon de Vilnius préconisait le retour à l'étude de la Torah et du Talmud, le Baal Shem Tov lança le mouvement hassidique et Mendel Leffin représenta l'âge des Lumières juifs. « 1772, l'Autriche, la Prusse et la Russie commencent la partition de la République. Chacun de ces pays obtient une autre partie de la Pologne. Dès ce moment, les Juifs sur ces terres se trouvent sous l'autorité d'un nouveau souverain. Quel sera leur sort? Deviendront-ils des citoyens à part entière? De quelle façon influeront les nouvelles lois et règles sur leur vie quotidienne, l'habillement, la langue, l'âge du mariage, l'éducation, la conscription militaire? Le moment de changements radicaux est arrivé. Comment les Juifs ont-ils réagi? Les partisans des Lumières juives essaient de réformer la vie de leurs concitoyens à travers l'éducation et la promotion de l'hébreu moderne. Les élèves du Gaon de Vilnius créent une yeshiva moderne. Grâce à ses chefs charismatiques, le hassidisme est le plus populaire. La guerre symbolise le début de changements rapides, la révolution industrielle et l'urbanisation. Les Juifs se déplacent des petites localités vers les grandes villes à la recherche de travail. Łódź se transforme presque de jour en jour en grand centre industriel grâce à des industriels tels que Israel Kalmanowicz Poznański. Quel était le sort des Juifs dans les trois puissances? Nous le saurons à travers l'historien Heinrich Kretz dans la partition prussienne, Essenski dans la partition russe et Maurycy Gottlieb dans l'austro-hongroise. Une partie des Juifs soutenait les efforts polonais à retrouver l'indépendance et se considéraient comme des Polonais de confession judaïque. La synagogue de Tomaskia, bâtie en 1878, devint le symbole de cette communauté. Dans les années 1880, une série de pogroms a lieu et l'antisémitisme moderne naît. Les Juifs font face aux demandes de la modernité de façon diverse. Ils créent des mouvements politiques, ils créent de la littérature, du théâtre et de la presse en hébreu et en yiddish. Entre 1885 et le début de la Première Guerre mondiale, environ un tiers de la population juive a émigré. C'était le temps du chaos et des choix difficiles. Première Guerre mondiale, les puissances responsables de la partition disparaissent, la Deuxième République naît, les Juifs accueillent la nouvelle époque avec des sentiments variés, d'un côté par l'espoir placé dans un pays démocratique, de l'autre par la peur provoquée par les pogroms. La rue animée symbolise la période appelée Deuxième Âge d'Or par certains historiens. De nombreux partis politiques existent, dont des sionistes, socialistes et religieux. Les événements politiques les plus importants de cette période sont marqués sur l'axe graphique du temps entourant l'espace politique. La vie culturelle fleurit. Vilnius devient la capitale spirituelle de la culture yiddish. Tomaskie 13, le siège à Varsovie de l'Union des écrivains et journalistes juifs. Une presse pour chaque thème, en yiddish, polonais et hébreu. Le théâtre, le cinéma et la musique juive sont populaires, tant parmi les Juifs que les Polonais. Au café Jemianska, on peut trouver non seulement Julian Tuwim et Antoni Słonimski parmi les écrivains polonais les plus importants, mais aussi d'autres écrivains juifs s'exprimant en polonais. Nous passons à travers la galerie d'art montrant des œuvres d'artistes juifs. Nous prenons l'escalier pour passer à l'entresol consacré à la vie quotidienne. Nous emmenons le visiteur sur un voyage à travers la Pologne, de Gdynia, la commune juive la plus récente, par Bobowa, Kazimierz Dolny, Katowice et Stuten, jusqu'à Drohobycz, la ville natale de Bruno Schulz. Durant l'entre-deux-guerres, une nouvelle génération grandit, instruite dans des écoles enseignant en yiddish, polonais et hébreu, éduquée selon des méthodes pédagogiques modernes. La jeunesse est active dans de nombreuses organisations. Elle fait du sport et participe dans la vie politique. C'est une génération qui voit l'avenir avec de l'espoir, mais aussi des craintes. 1er septembre 1939. Le Troisième Reich attaque la Pologne. La Deuxième Guerre mondiale commence. La Pologne est occupée par deux puissances, le Troisième Reich et l'Union soviétique.
Le processus de séparation et d'isolation des Juifs atteint son apogée avec la création des ghettos. Adam Tcherniakov est le dirigeant du Judenrat dans le ghetto de Varsovie. Emmanuel Ringelblum assemble une archive illégale. Il décrit la lutte quotidienne contre la faim et la maladie. Il documente les activités de la lutte clandestine juive et les efforts à maintenir la vie religieuse. Nous arrivons au pont, représentant la passerelle reliant les deux parties du ghetto de Varsovie. En regardant les rues qui leur sont interdites depuis la passerelle, les Juifs s'imaginent une vie en dehors du ghetto. Dans son bureau, Tcherniakov refuse de signer l'annonce de la déportation des Juifs. L'annonce signifie leur mort. Tcherniakov se suicide. Les Juifs sont chassés de leur maison, rue après rue. On les assemble sur la Umschaplatz, on les enferme dans des wagons et on les envoie à leur mort à Treblinka. À Varsovie même, ce sont 300 000 personnes. Très peu sont restés dans ce qui reste du ghetto, fonctionnant en tant que camp de travail. La résistance juive organise un soulèvement dans le ghetto de Varsovie. Les photographies tirées du rapport Stroop illustrent comment les Allemands ont réprimé le soulèvement. Tous les Juifs restants ont été rassemblés, amenés à la Umschaplatz et transférés dans les camps de concentration. La synagogue de Toumaskia a été dynamitée. Nous arrivons du côté arien, symbolisant la Pologne sous l'occupation allemande. Les rares Juifs qui ont survécu au soulèvement du ghetto ont participé à l'insurrection de Varsovie. Comment les Polonais ont-ils réagi à l'Holocauste des Juifs? Qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils pensé? Qu'ont-ils fait? Étaient-ils indifférents, hostiles ou pleins de compassion? Jay Gotha et le comité national JKN apportent leur soutien aux Juifs qui se cachent. Certains Juifs se cachaient en pleine vue prenant une fausse identité, d'autres se réfugiaient dans la clandestinité grâce à l'aide de Polonais. La plupart n'ont pas survécu, dans certains cas ceux qui les ont aidés ont aussi péri. Opération Barbarossa, le Troisième Reich attaque l'Union soviétique. À Yevabne, Lviv et dans d'autres localités, les habitants lancent des pogroms contre les Juifs. Les escadrons de la mort commencent les exécutions en masse des Juifs. En 1942 à Wannsee, les Allemands préparent la logistique de l'extermination des Juifs de la façon la plus rapide et efficace possible. Les Juifs de l'Europe entière sont déportés dans des camps d'extermination allemands situés en Pologne occupée. Chełmno, Bełżec, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Auschwitz-Birkenau. 1945, la guerre touche à sa fin. Il ne reste que des cendres du monde juif. Des plus de 3 millions de Juifs habitant en Pologne avant la guerre, il ne reste plus que 300 000. Ils sortent de la clandestinité, ils reviennent de l'URSS et des camps de concentration. Ils essaient de retrouver leurs proches. Ils commencent tout de suite à commémorer l'Holocauste. En 1948, le monument des héros du ghetto est construit sur les décombres du ghetto de Varsovie. Directement après la guerre, de nombreux actes de violence sont commis. Leur point culminant est le pogrom à Kielce. La plupart des Juifs décident d'émigrer. Parmi ceux qui sont restés en Pologne après la guerre, beaucoup s'établissent en Basse-Silésie. Ils reconstruisent l'existence juive dans cette nouvelle réalité. Le stalinisme freine son développement et ne permet qu'à une seule organisation de fonctionner. La culture juive, nationale dans la forme et socialiste dans son contenu, est promulguée uniquement par les clubs de l'association socio-culturelle des Juifs en Pologne. Des nouvelles vagues de Juifs émigrent de Pologne. Après une campagne antisémite en mars 1968, 15 000 personnes quittent le pays. Rares sont ceux qui restent. Il règne une sensation de vide et la conviction que c'est la fin du monde juif en Pologne. Cependant, dans les années 1980, la vie juive commence lentement à renaître. Elle se développe dans l'espace de liberté offert par la chute du communisme. Le passé judéo-polonais devient un sujet de débat intense. C'est cela, l'histoire que raconte le Musée d'histoire des Juifs polonais. L'histoire de la vie.